Bonjour à vous, Sébastien Lecornu. Bonjour, merci de m'accueillir. Et tout d'abord, une question en tant que membre du gouvernement. Un accord, on l'entendait dans le journal, a été trouvé cette nuit à Bruxelles sur le sort des migrants. Ça veut dire qu'on n'assistera plus dans les jours et les semaines qui viennent à des drames qui se jouent en mer comme celui de l'Aquarius ou ces jours-ci celui du Lifeline au large des côtes européennes. Malheureusement, s'il suffisait d'une nuit de réunion au plus haut niveau pour régler des situations aussi difficiles, ça se serait. Non, néanmoins, ce qui est incroyable ce matin, c'est qu'il y a enfin un agenda européen sur ces questions migratoires. Il y a seulement 3 semaines, on nous disait que Schengen allait exploser, que désormais les solutions étaient forcément nationales. D'ailleurs, certains, en vie politique intérieure, notamment chez les Républicains, nous disaient que désormais, exactement, qu'il n'y avait plus du tout une solution européenne qui pouvait être prise sur le sujet, qu'il fallait fermer les frontières et prendre des solutions nationales. C'est l'échec de celles et ceux qui disaient cela, puisqu'on voit bien que la seule bonne échelle pour régler ces phénomènes migratoires importants, c'est évidemment l'échelle continentale et donc l'échelle européenne. Et donc cet accord sur 3 piliers, on n'a pas beaucoup de temps pour les développer, mais cet accord sur les 3 piliers, c'est véritablement un agenda important qui va nous permettre justement d'aller de l'avant. Mais ça veut dire, Sébastien Lecornu, que l'Italie, qui se montrait très intransigeante, est prête à faire des efforts, ou que les autres pays sont prêts à partager la charge? Comment a-t-on trouvé presque miraculeusement cet accord alors que les positions semblaient si divergentes? On n'a pas attendu les élections italiennes pour dire, et le président de la République d'ailleurs il avait dit à la Sorbonne, pour dire qu'il fallait plus de solidarité européenne sur la gestion de l'asile, sur l'accueil des différents flux de migrants, sur le renforcement des frontières, c'est le renforcement de Frontex, et aussi pour aller travailler en amont de ces flux migratoires, bien évidemment, dans des pays qui sont parfois déstabilisés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de guerre. C'est évidemment le cas de la Libye. Donc ça avait déjà été dit ces dernières semaines par le président de la République. Il est vrai que l'actualité en Italie, l'actualité récente, a remis cette question au goût du jour. Finalement, les Italiens, ce que vous dites là, ont eu raison de remettre ces problématiques. Et le président de la République l'a largement remis à l'agenda. Ne lui enlevons pas ça, s'il vous plaît. Soyons pour le coup honnêtes. Le sommet avec les autorités espagnoles, le sommet avec les autorités italiennes encore ce week-end. Oui, à l'agenda européen, la question migratoire est désormais sur le haut de la pile et on le doit au chef de l'État. On en vient à votre dossier phare au sein du ministère de l'Action écologique et solidaire, le solaire. On en a beaucoup parlé hier. Un grand plan a été lancé. Il faut dire que la France part de loin puisque 1,6%, je crois, seulement de l'énergie produite en France est d'origine solaire aujourd'hui. Comment vous allez franchir les paliers pour arriver à un taux beaucoup plus élevé? On prend de nombreuses mesures parce que c'est bon pour la planète, l'énergie et les énergies renouvelables et donc les énergies solaires. Ne dit le contraire. Ça peut être bon pour le contribuable consommateur d'électricité parce que par définition le soleil est gratuit. Donc une fois qu'on a amorti l'installation et qu'on a garanti des tarifs d'achat, par définition il y a un modèle économique qui est bon pour chacun de nos concitoyens. Donc une quarantaine de mesures qui ont été détaillées hier au soir qui permettent à la fois d'augmenter le volume d'installation avec beaucoup d'argent sur la table parce que pour le coup il faut augmenter les volumes et pas parce que le solaire coûte cher puisqu'il devient rentable. 3 milliards d'euros par an de soutien public. Et de l'autre côté, un travail nouveau de ciblage en fonction des fonciers disponibles. La grande distribution, les armées, la SNCF, les agriculteurs, bref, tout autant de publics qui peuvent mettre à disposition des bâtiments ou du solaire au sol pour faire avancer la cause. Mais comment ça se fait qu'un pays comme l'Allemagne, qui c'est quand même pas leur faire insulte, à moins de soleil que nous, à 6% déjà de son énergie qui vient du solaire, et nous, on en est à 1,6%. On a pris trop de retard. Est-ce qu'on a trop axé notre mix énergétique sur le nucléaire depuis ces dernières décennies? Pas que le nucléaire, il aurait bon dos aussi sur les énergies fossiles. Pour le coup, les Allemands ne sont pas montrés en exemple sur le sujet, puisque eux ont réouvert des centrales à charbon. Pourquoi sont-ils en avance sur le solaire? Justement, nous souhaitons les éteindre dans le quinquennat. Parce que tout simplement, il y a une prise de conscience tardive, parce qu'il y a encore trop de tracasseries administratives et trop de complexité. Donc c'est pour ça que cette quarantaine de mesures techniques sont peut-être pas spectaculaires, mais elles forment un tout qui vont permettre fondamentalement de changer la donne puissamment dans les semaines qui vont venir. En tout cas, il n'y a pas de transition énergétique possible sans des énergies renouvelables libérées, décontractées. C'est ce que nous faisons avec le solaire, après l'avoir fait sur la méthanisation et sur l'éolien, notamment l'éolien en mer ces dernières semaines. Alors un sujet un petit peu moins décontracté, un autre gros dossier que suit votre ministère, celui des transports. Et dans les transports, il y a la fameuse affaire des 80 km/h, puisque après-demain, je le rappelle, toutes les routes nationales vont passer à 80. Vous le savez, c'est une mesure qui est très impopulaire. Comment allez-vous convaincre les Français, les automobilistes, qu'elle est bonne? Vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois publiquement, je ne suis pas complètement objectif sur cette question, puisque je suis officier de réserve dans la gendarmerie. Et lorsque j'étais plus jeune sous-lieutenant et lieutenant, je commandais un peloton de gendarmerie où malheureusement j'ai dû gérer un certain nombre de situations accidentogènes dans lesquelles il y avait des accidents de la route, des tués et des blessés. Et malheureusement, des annonces à des familles. Je l'ai fait à la fois en tant que maire de ma commune à Vernon et je l'ai fait en tant qu'officier de gendarmerie. Donc je ne suis pas tout à fait objectif, mais rationnel en tout cas sur cette question. Moi, je considère que tout ce qui est accompli actuellement par Édouard Philippe pour permettre de sauver des vies va dans le bon sens.
13 mètres, c'est la durée de raccourcissement du delta de freinage, justement, lorsque l'on réduit la vitesse de 90 à 80 km/h. Ça peut sauver des vies, ça va en sauver, moi j'en suis persuadé. Et même si ce n'est pas populaire, il faut l'assumer. 2 minutes de trajet en plus sur un trajet de 25 km pour sauver potentiellement sa vie, je pense que ça vaut le coup. Mais que répondez-vous à ces habitants des zones rurales, notamment relayés par leurs élus, qui disent que c'est une mesure technocratique décidée par Paris, totalement déconnectée des réalités locales de gens qui ont besoin de leur voiture tous les jours et pour qui 10 km/h de moins sur des routes qui ne présentent pas de danger, eh bien ça va être un vrai souci dans leur vie. Les routes qui ne présentent pas de danger, ça mérite toujours d'être étudié et regardé de près. Moi j'étais président d'un département rural, le département l'Eure. Il y a deux choses, on va se parler franchement. Il y a le volet culturel de la relation de nos concitoyens et des Français à la voiture. Moi-même d'ailleurs, je ne m'exempte pas de cela. Et donc effectivement, tout ce qui touche à la voiture est toujours quelque chose d'assez passionnel dans notre pays. Il faut savoir l'entendre, il faut savoir le comprendre. Et le Premier ministre l'a dit. Puis de l'autre côté, il y a aussi la récupération politicienne de certaines oppositions qui n'ont franchement pas grand-chose à raconter sur le sujet. Et moi, une fois de plus, je me rappelle quand j'étais juste de la récupération, enfant, il n'y a pas une déconnexion quand même des élites, entre guillemets, comme on dit, désolé, et de la réalité du terrain. Certains disaient déjà ça des gouvernements de Jean-Pierre Raffarin ou Jacques Chirac, lorsque des mesures importantes ont été prises, où la prévention routière avait été une grande cause nationale. Aujourd'hui, on a 3600 morts sur les routes françaises en 2017. Je crois qu'on était à 8 ou 9 000 il y a maintenant quelques années. On voit bien quand même que tout ce qui a été mis en œuvre, et les arguments étaient les mêmes à l'époque, produisent leurs effets. Une fois de plus, quelle place on donne à la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant? Je pense que c'est ça le débat qui est derrière. Et baisser sa vitesse de 10 km/h pour sauver une vie, la sienne ou celle de celui qui est en face ou celle qui est en face, je pense que ça vaut le coup, pardonnez-moi de le dire comme ça. Alors une dernière question, pour l'instant cette mesure est impopulaire et le président le devient aussi. Que pensez-vous de cette formule de Jean-Louis Borloo, l'un des anciens soutiens du président, tout comme Dominique de Villepin qui est aujourd'hui critique? Il dit, Jean-Louis Borloo, que le président a une vision, je cite, inefficace et dangereuse de la société. Je n'ai pas de commentaire à faire. Pas de commentaire à faire? Pas de commentaire à faire. Et vous n'êtes pas inquiet de la baisse dans les sondages du couple exécutif? Vous savez, la seule chose qui compte, c'est la transformation réelle du pays. Des commentaires sur le président de la République, il y en a eu sur chaque quinquennat. Et il y en aura de nouveau sur ce quinquennat, et quelque chose me dit qu'il y en aura encore dans les quinquennats prochains. En revanche, des inquiétudes ou des déceptions sur les résultats des quinquennats précédents, parfois il y en a eu, et on sait comment les Français se sont exprimés. Donc la seule chose qui compte, c'est le travail, ce sont les résultats, ce sont les réformes que nous portons, et les grands chantiers de transformation. Le gouvernement est tout à sa tâche, et le président de la République aussi. On l'a vu cette nuit d'ailleurs, sur le sommet européen, sur les flux migratoires, on est tous au travail. On vous a entendu, merci Sébastien Lecornu. Merci beaucoup. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci, bonne journée à tous les deux.